Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien et qu'on n'a pas de problème audio. Si jamais il y avait des problèmes, n'hésitez pas à le signaler dans le chat. Merci à tous de vous être rendus disponibles pour participer à ce webinaire de présentation de l'identité identifiant national de santé ou identité nationale de santé. Une identité qui doit obligatoirement être utilisée depuis le 1er janvier 2021. Au cours de ce webinaire, vous ne pouvez pas utiliser votre micro, tout simplement parce que c'est un outil de webinaire. Par contre, vous pouvez tout à fait poser les questions dans le chat et j'y répondrai pendant les périodes de session-réponse. Ce webinaire, le support de ce webinaire vous sera envoyé par mail à l'issue de la présentation. Je vous propose qu'on attende 1 ou 2 minutes encore avant de rentrer dans le vif du sujet de façon à être sûr, puisqu'il est 14h59, on avait dit qu'on démarrerait à 15h pour laisser le temps à d'éventuels inscrits de se connecter. Et on démarrera vers 15h01 ou 15h02. Si vous avez déjà des questions préliminaires ou des choses que vous voulez échanger, n'hésitez pas à utiliser le chat. Bonjour au Luberon, j'espère que vous avez beau temps. À Marseille, c'est pas trop mal. Bonjour à Nice, bonjour au 04 également. On a de la chance quand même dans le sud, il ne fait pas souvent mauvais chez nous. Écoutez, il est 15h01, je vous propose de débuter cette présentation. Donc, mon propos s'articulera en 3 points. Tout d'abord, je vais vous présenter l'intérêt de l'identitovigilance et donc de l'identité INS. Ensuite, on rentrera vraiment dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'identité INS, et on fera un tout petit point sur vos droits et les aspects juridiques de cette identité. Voilà. Donc, tout d'abord, améliorer la sécurité des soins. Il faut savoir, alors je vais vous présenter une étude qui est une étude un peu ancienne et qui est une étude américaine. En France, on a peu de données sur les erreurs de patients, tout simplement parce que jusqu'à présent, ça n'est pas une vigilance réglementaire. On espère que les choses vont changer et que la vérification de l'identité de l'usager sera considérée comme aussi importante finalement que la prise en charge médicamenteuse ou la lutte contre les infections nosocomiales. Donc cette étude américaine, qui est un peu ancienne, de 2002-2003, elle avait montré que 67% des erreurs en transfusion sanguine et 13% des erreurs en chirurgie étaient dues à une erreur d'identification de l'usager. Et quand on s'intéresse un peu au patronyme, on peut comprendre pourquoi il y a un risque d'erreur. Il faut savoir qu'en France, 6,4% des personnes, 50% des personnes vont porter 6,4% des noms patronymiques existants. Et juste, à titre d'illustration, je vous ai pris, vous voyez les prénoms les plus fréquents. Alors là, c'est un site qui est assez intéressant sur Internet, Géopatronyme, qui a pas mal de données. Et vous voyez par exemple qu'en France, en un siècle, il est né 228 000 Martin. Et donc, tout de suite, vous vous doutez que si on identifie un usager en l'appelant juste Monsieur Martin, ça ne va pas suffire. Par contre, il y a des patronymes qui sont beaucoup moins fréquents.
En bas de l'écran, là, en bas à droite, pardon, je vous ai mis la France des Bizzarri. Alors, j'ai pris Bizzarri parce que c'est le nom de naissance de ma mère, hein, donc c'est un nom familial. Vous voyez que les Bizzarri, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. En 30 ans, de 66 à 90, il en est né que 79. Donc, évidemment, quand on dit monsieur ou madame Bizzarri, il y a moins de risques de se tromper de patient. Donc, vous voyez tout de suite que le nom seul ne va pas suffire. En plus, aujourd'hui, on sait que les noms d'usage peuvent varier. Les gens se marient, se séparent, se remarient. Et une personne qu'on identifierait uniquement par son nom d'usage, c'est-à-dire le nom qu'elle porte dans la vie de tous les jours, on l'appelle souvent le nom marital. Elle pourrait venir dans un établissement à 2 ans d'écart avec des noms tout à fait différents. Et c'est très français hein, d'identifier l'usager avec le nom, uniquement le nom d'usage. Or, c'est un nom qui est variable. C'est pourquoi il est préconisé d'utiliser plutôt, en tout cas pour l'identité administrative, le nom de naissance, qui est un nom invariable. On change très rarement de nom de naissance et le nom de naissance fait partie de ce qu'on appelle les traits stricts. Voilà pour cette petite introduction. Alors, l'identitovigilance, vous vous demandez ce que c'est que ce terme barbare. L'identitovigilance, c'est toute l'organisation qu'on va mettre en œuvre, les procédures, le suivi, la formation du personnel, pour fiabiliser l'identification de l'usager à toutes les étapes de sa prise en charge. Et on peut distinguer de façon très macroscopique 2 types d'identification. La première, on l'appelle l'identification primaire. C'est quand vous arrivez à l'hôpital ou chez votre médecin traitant ou dans votre cabinet de radiologie ou pour chercher des médicaments à la pharmacie. Et là, on va vous rechercher dans le logiciel. Si on vous trouve, on va vous sélectionner. Donc, il faut qu'on soit sûr que ça soit vous. Et si on ne vous trouve pas, on va vous créer. Ça s'appelle l'identification primaire. L'identification secondaire, c'est à chaque fois qu'on va vous interroger à l'occasion d'une prise en charge pour être sûr que le soin qu'on va vous administrer est bien prescrit pour vous et doit bien être réalisé pour vous. Et c'est pour ça qu'à l'hôpital, souvent, on va vous demander plusieurs fois quel est votre nom, quel est votre prénom, quelle est votre date de naissance. Et avant de vous donner des médicaments ou avant de vous faire une prise de sang ou avant de vous faire un examen de radiologie, on va s'assurer que vos réponses sont bien en adéquation avec ce qui est indiqué sur la prescription qu'a fait le médecin. Tout ça, c'est l'identification secondaire. Je regarde en même temps, excusez-moi, les questions dans le chat, si j'arrive à y accéder. C'est bon. Voilà. Donc, si jamais ce n'était pas clair pour vous, n'hésitez pas à me solliciter et on pourra reprendre ça. Alors, on va s'axer principalement aujourd'hui sur l'identification primaire. Pourquoi? Parce que l'identité INS que je veux vous présenter va sécuriser l'identification primaire. Quand on fait de l'identification primaire, c'est-à-dire qu'on va rechercher un usager dans un système d'information, dans l'informatique, on va sélectionner un dossier, qu'on va dire, ce dossier, il correspond bien à cet usager qui est en face de moi. Il y a des risques, parce que toute action, il y a des risques. L'identitovigilance, ce sont des actions principalement humaines et l'humain est faillible. Donc, il y a des risques. Le premier risque, c'est de créer ce qu'on appelle un doublon. Un doublon, ça correspond au fait que vous pouvez avoir plusieurs dossiers informatiques dans le même hôpital, par exemple, parce qu'on n'a pas bien recherché votre identité, on ne vous a pas trouvé, on s'est dit, ce monsieur, il n'existe pas. Donc, ou ce monsieur ou cette dame, hein, donc on a recréé l'identité. C'est pour ça que souvent, quand vous allez au bureau des admissions, si vous avez eu l'occasion d'aller en consultation à l'hôpital, on va vous chercher, on va vous dire quelle est votre date de naissance, quel est votre nom, quel est votre prénom. L'agent, il va taper ça sur son système d'information et souvent, il va vous dire, mais
vous êtes déjà venu à l'hôpital? Parce que si vous lui répondez, vous êtes déjà venu et qu'il ne vous a pas trouvé, il va se dire, il y a peut-être eu une erreur dans la première identité, je vais chercher différemment pour essayer d'avoir un seul dossier. C'est très important que vous n'ayez qu'un seul dossier dans un établissement ou qu'un seul dossier au laboratoire, chez votre médecin traitant, etc. Pourquoi? Parce que le professionnel qui vous prend en charge, à ce moment, il a toutes les informations dans le même dossier. Si vous avez plusieurs dossiers et que le professionnel ne le sait pas, il ne s'en est pas aperçu, il y avait une erreur d'orthographe sur le premier dossier, on ne l'a pas retrouvé, il y a peut-être des éléments importants de votre historique médical auquel le médecin n'aura pas accès et forcément, ça peut engendrer des risques dans la prise en charge. Cette identité INS, elle va nous aider à diminuer le risque de création de doublons. Donc, elle va nous aider à ce que vous n'ayez chez tous les professionnels qu'un seul dossier. La collision, c'est un autre type de risque. La collision, c'est quand on mélange par erreur des éléments de plusieurs patients dans un seul dossier médical. Parce qu'on s'est trompé, je vous donnais tout à l'heure l'exemple des Martins. Eh bien, imaginons, un monsieur Martin s'est présenté à l'hôpital, on l'a cherché par son nom, par son prénom, et puis on ne l'a pas cherché par la date de naissance, qui est quand même un élément assez discriminant. Et puis, parce qu'il y avait du monde, une erreur d'inattention, hein, l'erreur est humaine, on a sélectionné le mauvais dossier. Et on va mettre vos éléments dans le dossier de monsieur Martin homonyme. Donc ça s'appelle une collision. Une deuxième cause de collision, qui est moins fréquente, hein, heureusement, c'est ce qu'on appelle les utilisations frauduleuses d'identité. Certains usagers qui n'ont pas de couverture sociale pensent qu'ils peuvent aller se faire soigner en prenant les éléments de couverture sociale, donc la carte vitale d'un autre usager. Et effectivement, hein, ça permet la facturation des soins. C'est très dangereux parce qu'ils vont effectivement, ces usagers qui sont dans le besoin, hein, ils font ça parce qu'ils n'ont pas de couverture sociale, il ne faut pas stigmatiser, ils vont récupérer non seulement les droits à l'assurance maladie, hein, donc les soins seront remboursés, mais ils vont aussi récupérer tous les antécédents de la personne à qui ils ont emprunté la carte vitale. Et là, l'identité nationale de santé, l'INS, sera propagée à tous les acteurs de la prise en charge et donc une erreur, une collision de dossier aura potentiellement plus d'impact. On arrive maintenant dans le cœur du sujet, donc j'espère vous avoir convaincu que l'identito-vigilance, c'est très important, que les professionnels de santé, évidemment, doivent être concernés, mais que les patients, que les usagers doivent être acteurs de leur prise en charge et doivent participer activement à leur identification pour limiter le risque d'erreur. Ça peut arriver, vous remarquez une erreur dans votre nom, il faut le signaler. Tiens, là, il y a une erreur d'orthographe dans mon nom. Et vous le signalez à la personne qui vous prend en charge, que ça soit le laboratoire, votre médecin traitant, l'hôpital, l'infirmière qui vient à domicile, etc., etc. Donc, l'identité nationale de santé, qu'est-ce que c'est? C'est un projet gouvernemental très important. Ici, je vous présente, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est la petite maison du numérique en santé qui est présentée par Dominique Pont et Laura Letourneau, hein, qui sont les délégués interministériels du numérique en santé, quand ils font des présentations. Et vous voyez que l'identité INS fait partie de ce qu'on appelle les référentiels socles. Pourquoi? Parce que si on veut fournir à l'usager, à tous les citoyens, un espace du numérique en santé, un ENS. Si on veut permettre aux professionnels de santé de partager les données des patients, des usagers qu'ils prennent en charge, il faut bien qu'on soit sûr qu'ils vont partager la même identité. Hein? Alors, identité ou identifiant national de santé, on y reviendra et vous allez comprendre. Voilà. Cette identité INS, elle est obligatoire, normalement, depuis le 1er janvier 2021. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a eu du retard dans les développements par les éditeurs et cette identité INS, c'est les systèmes d'information qui la récupèrent. Donc, il y a encore peu de professionnels qui sont en capacité
de récupérer votre identité INS. Ici, je vous ai mis 2 petites diapositives pour illustrer la situation actuelle et la situation, la diapositive suivante, dans lesquelles seront l'usager et les professionnels de santé et du médico-social avec l'identité INS. Nous prenons l'exemple ici de Madame Jeanne Morvan, qui est en EHPAD. Madame Jeanne Morvan, elle est à l'EHPAD. Malheureusement, elle chute, elle a besoin d'aller aux urgences. Elle arrive donc aux urgences avec sa fiche d'identification de l'EHPAD, qui l'appelle bien, donc elle a un nom de naissance, Madame Mahé, son nom d'usage c'est Madame Morvan, et à l'EHPAD, son prénom c'est Jeanne. Elle arrive aux urgences de l'hôpital. Et donc, les urgences de l'hôpital cherchent Madame Morvan, née Mahé, prénom Jeanne, et ne la trouvent pas dans le système d'information. Donc, ils vont créer un nouveau dossier. Mais en fait, Madame Morvan, son premier prénom, c'est pas Jeanne. Jeanne, c'est le prénom qu'elle utilise, c'est son prénom d'usage. Son premier prénom, c'est Joséphine. Et l'hôpital avait déjà un dossier au nom de Joséphine, deuxième prénom Jeanne. Mais ils ne l'ont pas retrouvé parce qu'ils n'avaient pas les bonnes informations au départ. On a donc créé un doublon et l'urgentiste qui prend en charge Madame Morvan la nuit, par exemple, il n'aura pas accès aux antécédents de Madame Morvan, prénom Joséphine, qui sont pourtant connus à l'hôpital. Et vous voyez que ça va compliquer le travail de l'urgentiste, certes, mais si Madame Morvan était allergique, si elle avait des problématiques particulières, peut-être que l'urgentiste ne le saura pas. Alors évidemment, il va réinterroger, hein, je ne veux pas vous faire peur, hein, là je prends des exemples un peu caractéristiques pour vous montrer l'intérêt de l'INS, hein, mais ça complique quand même le travail et la prise en charge. Avec l'identité INS, tout va bien. Madame Morvan, elle est dans son EHPAD et elle a bien une identité INS qui a été obtenue par l'informatique, hein, c'est un appel automatique, il n'y a pas de saisie, donc pas de risque, moins de risque d'erreur manuelle. Et cette identité, elle est dans les bases nationales d'identité de référence, le répertoire national d'identification des personnes physiques ou le système national de gestion des identités, qui sont alimentés par l'INSEE. Hein, quand on est en France, on fait une déclaration à l'état civil et à ce moment-là, les informations qui sont déclarées à l'officier d'état civil vont remonter dans cette base nationale. Cette base nationale, elle est aussi alimentée par l'assurance maladie pour des usagers qui ne seraient pas nés en France, mais qui viendraient travailler en France et qui cotiseraient à l'assurance maladie. Madame Morvan se chute à l'EHPAD, va aux urgences, elle arrive à l'hôpital, qui fait lui aussi appel au téléservice et qui récupère donc exactement la même identité. Donc, pas de création de doublons. Et les 2 établissements, centre hospitalier et EHPAD, et le médecin, là, ce n'est pas schématisé sur cette photo, mais le médecin traitant de Madame Morvan, pourront avoir tous les éléments en s'appuyant sur une identité unique, recevoir le compte-rendu d'hospitalisation, le compte-rendu opératoire si Madame Morvan est opérée, les résultats de biologie, etc. Vous voyez, et ça va limiter aussi la réalisation d'examens redondants, parce que des fois, actuellement, on peut faire des examens plusieurs fois parce qu'on n'a pas les premiers résultats, parce que les professionnels n'arrivent pas à communiquer entre eux, parfois à cause de ces divergences d'identité. Donc, vous voyez, c'est vraiment un énorme apport pour la sécurité des soins et pour le parcours de soins que cette identité INS. Alors, évidemment, cette identité INS, tout le monde ne peut pas l'utiliser. L'identité, donc il y a des documents, hein, il y a un décret, il y a un arrêté, et cet arrêté, c'est le référentiel INS qui précise qui peut utiliser l'identité INS et qui n'a pas le droit de l'utiliser, et dans quelle situation on ne l'utilise pas ou on l'utilise. Donc, les acteurs de la santé et du médico-social impliqués dans votre prise en charge doivent utiliser votre identité INS. Les acteurs de la santé, c'est les médecins, certes, mais les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les biologistes, les ergothérapeutes, les psychologues, etc., etc. Tous les acteurs de la santé.
Voilà. Médico-social, à partir du moment où on parle de données de santé, hein, puisque l'identité INS, elle est là pour référencer des données de santé. Et il existe certains cas où on n'utilise pas l'identité INS, ce sont les cas d'anonymat légaux. Hein. Il y a un certain nombre de cas en France d'anonymat dans un cadre légal. Hein. Vous connaissez tous l'accouchement sous X ou accouchement dans le secret. Il y a le dopage chez les sportifs, il y a les cures de désintoxication pour les toxicomanes. Les patients sont soignés dans un cadre légal d'anonymat. Donc, évidemment, comme on parle d'anonymat, on ne récupère pas l'identité INS. Cette identité INS, et je vais répondre du coup à Madame Purgue tout de suite, c'est pas juste un numéro. Alors, on dit identité, identifiant national de santé. Alors, c'est un petit peu redondant. Pourquoi on dit ça? Parce qu'au début, quand le référentiel INS est paru, ils avaient appelé ça que INS. Mais si vous regardez, c'est quand même riche, cette identité INS, puisqu'il y a un matricule, il y a un identifiant technique, et il y a des traits, donc des traits de référence que je vais vous détailler. Et c'est pour ça que dans le référentiel national d'identité-vigilance, on parle d'identité INS, qu'on peut raccourcir parce que c'est très parlant en identité nationale de santé. C'est une identité qui référence vos données de santé, une identité sanitaire, si vous voulez. Voilà. Donc, il y a un matricule, j'ai un petit schéma juste après, on y reviendra. Il y a un identifiant technique qui est utile pour les systèmes d'information, mais que personne, pardon, que les usagers, les professionnels ne connaissent pas. C'est un identifiant qui dit juste l'identité INS, elle vient bien de la base d'état civil, si vous voulez. Ça permet au système d'informatique de faire des vérifications. Et ensuite, il y a les traits. Les traits, ce sont les traits stricts, c'est-à-dire les traits invariables, qui sont issus des bases de l'état civil, comme je vous l'ai montré sur le petit schéma précédent. C'est le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance. Donc, moi, je prends mon exemple, je m'appelle Manuela, Martine. Martine est mon second prénom. Eh bien, mon identité INS, ça va être Oliver. Ensuite, Manuela, espace, Martine. Le sexe, la date de naissance et le code du lieu de naissance en code géographique officiel. Alors ça, vous le connaissez peut-être pas, votre code géographique officiel, mais c'est un code qui est issu du codage INSEE des communes ou des pays pour les usagers qui sont nés à l'étranger. Et les systèmes d'information sont tout à fait capables, si vous voulez, de le décoder. Par exemple, moi, si je dis je suis né à Montpellier, le code INSEE de Montpellier, c'est 34 172. Et ce code commune, vous le retrouvez dans votre numéro de sécurité sociale. On y vient, du coup, à ce matricule INS. Ce matricule INS, donc on a dit, c'est le NIR, numéro d'identification au répertoire des personnes physiques, ou le NIA, numéro d'identification d'attente. Ce numéro, c'est un numéro qui référence finalement une clé qui référence chaque usager dans la base d'état civil. Hein. On en a tous un. Et les enfants qui naissent en France en ont un 8 jours après la déclaration à l'état civil. Hein. Le délai d'immatriculation, c'est à peu près 8 jours. Les gens qui ne sont pas nés en France, évidemment, ils ne sont pas référencés à la naissance. Mais ils viennent en France, ils cotisent à l'assurance maladie. Et c'est l'assurance maladie qui va leur attribuer un numéro qui sera d'abord temporaire. C'est le NIA, numéro d'identification d'attente. Et le temps qu'on fasse des vérifications. Est-ce qu'on est sûr que ce numéro n'a pas déjà été utilisé? Est-ce que ça correspond bien à cette personne physique, etc. Et quand on a fini les vérifications, ce NIA, ça devient un NIR. Ce NIR, on l'utilise dans beaucoup de situations. On va l'utiliser comme matricule INS pour référencer les données de santé. On l'utilise aussi comme numéro de sécurité sociale. Si vous travaillez et que vous cotisez à l'assurance maladie, votre numéro de sécurité sociale, c'est votre NIR. Et dedans, il y a le code commune. Juste
pour mémoire, je vous le dis, hein, je ne sais pas si vous le savez, mais le NIR, c'est une suite de 15 caractères, caractères numériques. Le premier, ça définit le sexe, 1 pour les garçons, 2 pour les filles. Les 2 suivants, c'est l'année de naissance. Les 2 encore suivants, c'est le mois de naissance. Et les 5 suivants, c'est le code INSEE de la commune de naissance ou du pays de naissance pour les gens non nés en France. Et les 3 suivants, c'est le rang de naissance dans la commune pendant le mois de naissance. Par exemple, moi, mon numéro se termine par 242. Ça veut dire qu'à Montpellier, au mois d'avril 1968, j'étais le 242e bébé qui est né dans la commune. Voilà. Et ensuite, il y a une clé à 2 caractères qui est un mécanisme de contrôle. Voilà, tout simplement, voilà la structure du NIR qui, pour les gens qui travaillent et cotisent à l'assurance maladie, est le numéro de sécurité sociale. Si on prend le cas des enfants qui ne travaillent pas, leur numéro de sécurité sociale, c'est celui du parent qui les assure. C'est pour ça qu'on appelle ça l'ouvrant droit, celui qui ouvre les droits à l'assurance maladie. Par contre, ils ont un NIR personnel. Voilà. Et ce NIR, il est utilisé dans d'autres situations, hein, comme identifiant d'un salarié dans le cadre d'un contrat de travail, dans le cadre de la déclaration à l'URSSAF, etc., comme matricule pour les retraites, pour recouvrer des taxes, etc. Donc, vous voyez, ce numéro, il a plusieurs utilités. Alors, notre identité INS, maintenant qu'on a vu, pardon, je veux revenir sur cette diapositive, de quoi elle est constituée, on ne peut pas l'utiliser telle qu'elle. Pour pouvoir l'utiliser, il faut qu'on la qualifie. Et qualifier l'identité INS, ça veut dire, 1, j'ai bien interrogé la base d'état civil pour qu'elle me renvoie les éléments, ce n'est pas quelque chose que j'ai saisi à la main dans mon système d'information. Et 2, j'ai vérifié l'identité de l'usager par le biais de procédures d'identito-vigilance. Et c'est à cette seule condition, quand ces 2 conditions sont réunies, qu'on peut utiliser le matricule INS pour référencer et transmettre des données de santé. Et cette phrase, enfin cette première partie de paragraphe, l'identité de l'usager doit avoir été vérifiée à l'aide de procédures d'identito-vigilance, c'est la genèse, et ça explique la genèse du référentiel national d'identito-vigilance, puisqu'il n'y avait rien d'opposable. Donc, chacun, finalement, mettait en œuvre, chaque professionnel de santé, les pratiques comme il le souhaitait pour identifier un usager, et le ministère de la Santé a jugé qu'il valait mieux avoir des bonnes pratiques communes édictées au niveau national. Le RNIV, c'est un gros document qui sera opposable, et opposable en particulier, ce qui est très intéressant, c'est qu'il sera opposable aux éditeurs de logiciels qui vont enfin développer des logiciels conformes pour saisir une identité conforme. Juste pour la petite histoire, vous savez qu'à l'heure actuelle, dans les logiciels que ça soit de laboratoire de radiologie, hospitalier, de médecins traitants, etc., eh ben, on ne peut pas saisir un nom utilisé. Ça veut dire que si vous utilisez, par exemple, dans la vie de tous les jours, votre 2e prénom, eh ben, il n'y a pas la place pour le saisir. Donc, soit on le saisit dans le champ 1er prénom, mais ce n'est pas votre 1er prénom, c'est votre 2e, par exemple. Soit on ne le saisit pas. Et ça, ce référentiel, il va obliger les éditeurs, qui rechignent souvent à faire des développements, à développer les champs de l'identité qui permettent une bonne sécurisation. Ce RNIV, il y a un certain nombre de volets. Pourquoi ? Parce que il y a à l'hôpital, par exemple, certaines pratiques sont plus à risque qu'en ville. Vous voyez, il y a le bloc opératoire, il y a la transfusion, donc il faut avoir vraiment des mesures très contraignantes pour assurer la sécurité. Chez votre médecin généraliste, il va vous interroger, il va vous examiner, il va vous faire des prescriptions, il ne va pas vous faire d'acte à risque dans son cabinet, donc on n'avait pas besoin d'être aussi contraignant. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs volets pour que les contraintes s'adaptent à l'exercice du terrain finalement et aux risques rencontrés sur le terrain.
Ce RNIV, il est très long, mais je vais vous présenter juste quelques mesures qui sont importantes. Déjà, quels sont les traits obligatoires pour créer une identité? Donc, que tout professionnel de santé doit vous demander de décliner la première fois que vous le voyez. Vous n'y êtes jamais allé, il crée un dossier, on doit vous demander ces traits. Donc, à minima, c'est à minima ça, le nom de naissance, évidemment, le premier prénom de naissance, la date de naissance de l'état civil, pas la date de naissance qui est écrite sur la carte vitale, parce il y a des cas où elles sont différentes, le sexe et le lieu de naissance. Voilà. Et le RNIV dit, il faut essayer le plus vite possible de récupérer l'identité INS par appel au téléservice. Quand j'ai écrit appel au téléservice, c'est j'interroge la base nationale pour récupérer l'identité INS par le reste de l'identité INS, donc la liste des prénoms de naissance. Et donc, effectivement, Monsieur Plochu, il faudra maintenant indiquer tous les prénoms de l'état civil qui sont constitutifs de l'identité INS et le fameux matricule INS, donc le NIR ou le NIA. Et le RNIV, il dit, il est hors de question qu'un professionnel de santé ou un établissement décide dans son coin de garder des traits qu'il aurait saisis dans son coin. Il y a une identité nationale de santé, il y a une identité INS, c'est cette identité INS qui doit remplacer tout ce qui existait avant dans le système d'information. Vous voyez ? Le RNIV dit aussi, si l'usager a un nom utilisé, donc le nom utilisé, ça correspond au nom d'usage, et a un prénom utilisé, prénom usuel, qui sont différents de son nom et de son premier prénom de naissance, il faut les saisir, mais il faut les saisir dans ce qu'on appelle des champs dédiés du système d'information. C'est-à-dire, si on a un champ nom de naissance, il doit accueillir que le nom de naissance et pas le nom d'usage. Si on a un champ premier prénom ou le champ liste des prénoms, ça doit accueillir soit le premier prénom, soit la liste des prénoms dans l'ordre de l'état civil. Et on rajoute un champ prénom utilisé. Je vous donne l'exemple de ma mère, Caroline, Martine. Son premier prénom, ça sera Caroline. Sa liste des prénoms, ça sera Caroline espace Martine. Et son prénom utilisé, ça sera Martine, parce que ma mère utilise comme prénom usuel son second prénom. Le RNIV dit, donc, pour qualifier une identité, ça passe par une opération de validation. Et le RNIV dit, pour valider une pièce d'identité, il faut contrôler la cohérence. Alors, ce n'est pas un contrôle d'identité au sens policier du terme, vraiment, j'insiste bien là-dessus. Il faut contrôler la cohérence de l'identité numérique, de l'identité qui est présente dans le système d'information, avec l'identité qui est portée sur une pièce d'identité, donc passeport ou carte d'identité. Et je pense que si vous allez à l'hôpital, on vous la demande, votre pièce d'identité, soit au moins une fois, peut-être à toutes les venues. Le RNIV dit, maintenant, tous les professionnels de santé, ils devront la demander au moins une fois. C'est à leur discrétion, mais c'est au moins une fois. C'est-à-dire que peut-être que quand le médecin généraliste, il aura fait évoluer son logiciel et qu'il pourra appeler l'identité INS, il vous dira, écoutez, on se connaît depuis 20 ans, ça fait 20 ans que vous venez chez moi, mais là, je suis en train de récupérer votre identité nationale de santé, il faut que je la qualifie, il faut que je m'assure bien que ce que me ramène le téléservice, ça correspond bien à ce qu'il y a sur votre pièce d'identité. Voilà. S'il n'y a pas de pièce d'identité, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas normalement qualifier l'identité INS. Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrête la prise en charge. Votre prise en charge, elle est toujours faite en sécurité. Mais on ne peut pas, on n'a pas le droit d'utiliser le matricule INS pour le noter sur les prescriptions, sur les comptes rendus, pour le transmettre à un autre professionnel de santé, votre médecin traitant ou votre médecin spécialiste qui reçoit une lettre de votre médecin traitant. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, je vous propose qu'on passe vite sur les aspects juridiques et comme ça, on aura une demi-heure d'échange sur le sujet, justement. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions et je les reprendrai dans l'ordre. Juridiquement, l'usager ne peut pas s'opposer à l'utilisation de l'identité INS. C'est une obligation légale. C'est l'article 1111-8-5 du Code de la santé publique.
Par contre, au sens du RGPD, vous devez être informé par le professionnel. Et c'est pour ça que quand un établissement ou un professionnel va commencer à utiliser l'identité INS, vous pourrez trouver soit des flyers d'information, soit des affiches d'information dans les salles d'attente pour que vous soyez informés. Alors, nous, le GRIV, on avait proposé des affiches qu'on est en train de retravailler justement avec certains d'entre vous. Sachez qu'il y a une campagne nationale d'information sur l'identité-vigilance et l'identité INS qui va démarrer, on va dire, le plus vite possible. Hein. La commande a été passée la semaine dernière et moi, j'ai pas mal échangé avec eux déjà et même à midi, à 1h30, là, j'avais un point d'échange avec leur agence de communication et parce qu'on a fait un groupe de travail avec certains d'entre vous justement sur les affiches de sensibilisation et d'information des usagers. Et j'ai fait un retour justement de ce qui était sorti de cette séance de travail qui était extrêmement intéressante qu'on a eue la semaine dernière. J'ai fait un retour à l'agence de com du ministère de la Santé. Alors, j'en ai fini avec cette présentation. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, je vais y répondre. Je regarde un petit peu dans le chat. Alors, quels sont les autres très stricts Madame Purg, j'y avais répondu, je pense. Alors, identité ou identifiant, est-ce que vous avez bien compris? En fait, on dit soit identité nationale de santé, soit identifiant national de santé, soit identité INS. C'est la même chose. Alors, le DMP, c'est un des outils. Dans la version 2 du DMP, l'identifiant première est effectivement le matricule INS, donc le NIR ou le NIA. Il semblerait que le parti ait été pris au niveau national de pouvoir alimenter ce DMP, y compris si l'identité INS n'est pas qualifiée. Voilà un petit peu l'état finalement de l'art aujourd'hui. Par contre, si votre identité INS n'est pas qualifiée, ça n'alimentera pas votre espace national de santé. L'espace national de santé, c'est plus gros que le DMP. Vous pourrez y retrouver votre agenda patient avec vos rendez-vous. Le DMP, on n'a que des documents médicaux qui les alimentent. On a une partie remboursement des soins. Mais par contre, vous n'avez pas dans le DMP votre agenda qui vous dit « Ah bah tiens, là, j'ai rendez-vous tel jour à telle heure avec le gastro-entérologue, etc. » Le DMP sera présent dans le NS, oui, effectivement. Alors, un lien avec le RGPD. L'identité INS doit répondre aux exigences du RGPD, comme beaucoup de choses. C'est par exemple une nouvelle donnée traitée. Vous savez qu'avec le RGPD, les gens qui ont des systèmes d'information, les professionnels de santé, mais pas que, doivent avoir ce qu'on appelle un registre de traitement où ils disent « Moi, je recueille tel élément. » Et je m'en sers, je le transforme ou je ne le transforme pas. Et voilà pourquoi je le recueille. Ça, c'est la finalité. Dans ce registre de traitement, il faut évidemment rajouter l'identité INS comme donnée traitée. Il faut être en conformité effectivement avec les exigences du RGPD, que ça soit de conservation des données, de durée de conservation, de traitement, d'information des usagers. Donc, il y a un lien, mais comme… il pourrait y avoir un lien avec le RGPD sur plein d'autres sujets que l'identité INS. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Est-ce que, voilà, dites, on vous enverra, on va vous envoyer à l'issue, alors peut-être pas ce soir, mais avant la fin de la semaine, un petit questionnaire de satisfaction, pas grand-chose, 4-5 questions. Et n'hésitez pas vraiment à être très franc parce que ça nous aidera à nous améliorer sur les présentations. Est-ce que c'était trop complexe? Est-ce que c'était suffisamment clair? Est-ce que vous auriez voulu plus de détails? Alors, l'usager a toujours accès à ses données personnelles. Il faut qu'il en fasse la demande. Et ça, si vous voulez,
ça ne va rien changer par rapport à maintenant l'identité INS. Quand vous arrivez dans un hôpital ou chez un professionnel, on doit vous informer. Alors à l'hôpital, c'est souvent dans le livret d'accueil ou on le voit sur les sites internet ou alors dans le bureau où on crée les identités, dans la salle d'attente, on voit des informations sur les données personnelles. Vous avez accès à vos données personnelles. Il suffit à chaque fois d'en faire la demande au délégué à la protection des données de l'établissement et son nom doit vous être communiqué par voie d'affichage. Alors, NIR était… Alors voilà, donc du coup, je reprends sur… Oui, alors, pour finir de répondre à Monsieur Plochu, il peut y avoir des cas, je ne voulais pas rentrer trop dans le détail, mais on peut imaginer, hein, parce que la base de l'INSEE, bon, elle est fiable, elle est bien plus fiable que la base de la sécurité sociale, d'identité, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait des erreurs. Et si, par exemple, un usager, il présente sa pièce d'identité, on récupère l'identité INS, et sur la pièce d'identité, il y a écrit, par exemple, je ne sais pas moi, Durand avec un T. Et puis l'identité INS, elle donne Durand avec un D. Et l'usager, il dit non, moi je suis sûr que mon identité, c'est Durand avec un T et pas avec un D. Il appartient à l'usager de faire la demande de rectification auprès des services de l'INSEE. En envoyant un mail, il y a une adresse dédiée et ça, les hôpitaux et les professionnels de santé doivent mettre cette adresse à votre disposition. Et vous écrivez à cette adresse, vous envoyez un extrait d'acte de naissance et le service de l'INSEE fera les corrections. Alors, je reprends, si vous voulez, NIR et numéro de sécu. On va reprendre la diapositive. Si vous êtes… alors, attendez, je vais m'y remettre sur la diapositive. Ce sera plus simple comme ça. Si vous êtes si vous travaillez vous-même et que vous cotisez à l'assurance maladie, votre matricule, votre NIR, il est utilisé comme matricule INS et comme numéro de sécurité sociale, si vous travaillez. Si vous ne travaillez pas, vous êtes ayant droit de quelqu'un. C'est le cas, par exemple, des enfants qui ne travaillent pas forcément, ce sont des enfants, mais ils sont bien assurés sur leurs patients. Le numéro de sécurité sociale d'un enfant, ça sera le NIR de son papa ou de sa maman, le numéro de sécurité sociale du papa ou de la maman qui l'assure. Par contre, son matricule INS, ça sera son NIR personnel. Voilà. La différence entre NIR et NIA, c'est que NIA, c'est un numéro d'attente. Alors, il a exactement la même structure qu'un NIR, c'est exactement pareil, mais il est susceptible de changer si jamais les vérifications qui sont faites au moment de l'immatriculation d'un usager au niveau de la base d'état civil mettaient en évidence une erreur. Ou alors, je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un, on vous a donné ce numéro, mais il correspond déjà à un autre usager. Vous voyez, ce qui est très important, c'est que ce numéro, il soit unique et qu'il n'y ait pas plusieurs usagers qui aient le même numéro. Et une fois qu'on a fini les vérifications, ce NIA, il va se transformer en NIR. Alors, normalement, Monsieur Plochu, c'est l'extrait d'acte de naissance qui fait foi. C'est l'extrait d'acte de naissance qui fait foi. Et alors, je n'ai peut-être pas donné le bon exemple du Duponté, mais c'est arrivé qu'il y ait des erreurs. Et s'il y a une erreur sur l'extrait d'acte de naissance, là, il faut faire une demande en changement d'état civil. Voilà, ça arrive, hein. N'hésitez vraiment pas, il nous reste 20 minutes, on a 18 minutes, on est large sur le temps de la présentation, donc posez vraiment toutes les questions qui vous intéressent. N'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Au contraire.
Alors, pourquoi les éditeurs ont-ils freiné la mise en place de l'INS? Ce n'est pas complètement leur faute. C'est pas complètement leur faute. En fait, ce projet INS, il a pris du retard. Pourquoi? Je ne sais pas bien, hein, parce que ça, c'est vraiment au niveau national. Normalement, l'INS, ça devait être mis en place au 1er janvier 2020, hein, quand il y avait un texte qui était sorti en 2017 et qui disait l'identité INS est obligatoire au 1er janvier 2020. Et sauf que il y a eu du retard dans la parution du référentiel, hein, qui n'est paru qu'en décembre 2019. Et le référentiel national d'identité-vigilance, qui est très structurant pour les éditeurs parce qu'il leur demande de faire beaucoup de modifications, il n'est paru en version définitive sur le site du ministère de la Santé que le 2 novembre 2020. Les éditeurs, il y a beaucoup de travail de développement, donc il y a beaucoup d'argent en jeu. Ils veulent bien faire des développements, mais ils ne veulent pas faire de développement tant que le document n'est pas opposable, tant que le document n'est pas finalisé. Et il y a eu du retard. Alors, moi, j'y ai participé, hein, à la rédaction du référentiel national d'identité-vigilance. Pour tout vous dire, on a été sollicité fin février 2020 et il fallait produire un truc avant l'été. On l'a produit avant l'été, il a été mis en concertation, mais c'était déjà tard. C'est des choses, si vous voulez, qui auraient dû être travaillées 2-3 ans avant. Donc, maintenant, les éditeurs travaillent, mais forcément, ils ont commencé tard, mais ce n'est pas complètement leur faute, parce qu'ils n'allaient pas commencer à faire des choses tant que le document réglementaire n'était pas paru. Lorsqu'on fait des recherches de généalogie, alors je n'ai pas tout à fait compris, Monsieur Plochu, comment il t'a… Ah oui, sur des recherches de généalogie, bah, c'est compliqué, hein, il faut revenir à l'état civil, et puis à l'époque, c'était des registres manuscrits, et du coup, c'est l'écriture de l'employé d'état civil qui a pris l'état civil, qui fait foi, hein, clairement. Alors, peut-on penser que l'INS se généralise et permette de se connecter à France Connect? C'est l'inverse qui va se passer, Monsieur Le Goff. En fait, France Connect, vous savez, c'est un fournisseur d'identité et en plus, c'est très intéressant parce qu'il est en train de développer ce qu'on appelle de l'authentification de type substantiel. Ça veut dire une authentification aussi forte qu'une pièce d'identité officielle. Et en fait, ce qui est dans les tuyaux au niveau national, alors qui ne sera pas là avant 2022 au mieux, hein, mais ce qui est dans les tuyaux au niveau national, c'est que vous vous connectiez à France Connect et que vous puissiez, que France Connect interroge le téléservice de rapatriement de l'identité INS et vous fournisse votre identité INS. Alors, sur le terrain, plus précisément du côté des professionnels, sont-ils d'accord avec ces nouvelles pratiques? Y a-t-il eu des résistances? À l'hôpital, il n'y a pas de résistance. Dans le monde hospitalier, il n'y a pas de résistance. Si vous avez l'occasion d'aller à l'hôpital, ça fait longtemps que vous savez que l'hôpital s'est rendu compte, parce qu'il y avait des problèmes, qu'il fallait vraiment fiabiliser l'identité. Ça fait longtemps qu'on demande une pièce d'identité à l'usager en lui expliquant que c'est pour la sécurité des soins, etc. Donc, à l'hôpital, pas de résistance. Dans le médico-social, pas vraiment de résistance. Et quand on travaille sur les cas d'usage en médico-social, on s'aperçoit que dans tous les cas, la pièce d'identité, elle est demandée… elle est demandée dans le médico-social, ne serait-ce que pour établir des droits, faire un dossier administratif, etc. Hein, puisque dans le médico-social, il y a de l'argent en jeu, il y a des aides, etc. Côté libéral, j'y arrive. Côté libéral, alors ça, on n'a pas vraiment touché complètement pour l'instant le monde libéral. Il y a eu des présentations faites au Conseil national de l'ordre des médecins, au syndicat, à les unions nationales des professionnels de santé, de façon très claire et très transparente. Il y a une forte opposition du corps médical libéral, comme vous le dites, à la demande d'une pièce d'identité à l'usager, une opposition qui n'est pas retrouvée chez les infirmiers et chez les kinés, avec beaucoup
d'arguments qui, pour moi, n'en sont pas. Hein. Moi, j'ai travaillé 20 ans en établissement de santé, j'ai fait de l'identito-vigilance, j'ai vu des problèmes, j'ai réglé des problèmes. Il y a, donc, les arguments que donnent les médecins libéraux, c'est « mais le patient, il ne va jamais vouloir me présenter une pièce d'identité, il va me dire bah, « vous n'êtes pas un flic, hein, pourquoi je vous présenterai la pièce d'identité ?» Première chose. Auquel cas, je réponds, l'usager, il est tout à fait conscient de l'importance de la sécurité des soins. L'usager, il va à l'hôpital demande une pièce d'identité. Donc, il suffit de l'informer, l'usager, comme je viens de vous l'expliquer maintenant, et puis il y a des affiches dans les salles d'attente, des choses comme ça. L'usager est intelligent et est capable de réfléchir. Si on lui explique qu'on lui demande sa pièce d'identité une fois pour contrôler la cohérence de l'identité numérique avec l'identité de la pièce d'identité, il va le comprendre. Le deuxième argument, c'est il y aura une perte de confiance et on va casser la relation de confiance entre le médecin et le soigné. Je ne sais pas s'il y aura une perte de confiance. Hein, à l'hôpital, on soigne beaucoup d'usagers et ce n'est pas parce qu'on leur demande de présenter une pièce d'identité qu'ils n'ont pas confiance. Je ne suis pas sûre. Maintenant, alors là, ce n'est pas dans mes mains du tout, ce n'est pas dans les mains des régions, c'est dans les mains du national qui dialogue avec le Conseil national de l'ordre des médecins et l'Union nationale des professionnels de santé pour essayer de faire de la pédagogie et de leur expliquer l'intérêt de faire cette opération au moins une fois. Alors, les médecins libéraux, ils ont accès aux identités via la carte vitale, mais ce sont… en fait, pourquoi ils mettent la carte vitale dans le lecteur pour la facturation ? Vous voyez, pour le flux de sécurité sociale et pour justifier de l'acte, ils se servent aussi de cette identité pour créer le dossier du patient dans leur système informatique, ce qui pose problème parce que comme les identités de la base de la sécurité sociale, elles ne sont pas toujours justes, ainsi que je vous donnais l'exemple pour ma maman qui a la sécurité sociale est connue sous Oliver Martin et en fait son nom de naissance c'est Bizarri et son premier prénom c'est Caroline. Donc du coup, ça pose problème. Mais ce qui gêne les médecins, c'est le contrôle qu'ils assimilent à un contrôle policier. N'hésitez pas à poser toutes les questions, j'y réponds très volontiers, ça me fait très plaisir d'échanger avec vous, même si c'est un échange écrit-oral. Alors, il y a deux choses. Il ne faut pas confondre, Monsieur Plochu, mais les sources d'erreur peuvent venir de la Sécu. Il ne faut pas confondre l'identité de facturation. Hein, si je reprends sur ce petit schéma, l'identité de facturation, c'est le numéro de sécurité sociale et c'est l'identité qui est dans la base Sécu, avec l'identité sanitaire. Ce n'est pas obligatoirement la même si c'est le même patient. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous parler. En France, il y a à peu près 100 000 usagers, enfin même plus, il y en a 117 000 pour être très, très exact, qui ne sont pas nés en France et qui sont nés dans des pays où il n'y avait pas de registre d'état civil. Ce qui fait que quand ils arrivent en France pour travailler et qu'ils se font immatriculer à la sécurité sociale, ils ont ce qu'on appelle une date de naissance incertaine. On connaît leur année de naissance, mais par contre, ni le jour ni le mois. Bien écoutez, tous ces usagers, pour l'état civil, parce qu'il y a une instruction d'état civil qui date de 2005 là-dessus, tous ces usagers, ils sont nés pour l'état civil le 31 décembre, et pour la sécurité sociale, ils sont nés le 1er janvier. Alors, le fameux identifiant 99, c'est autre chose. En fait, je vous ai dit que dans l'identité INS, et on le retrouve dans votre matricule INS, donc dans votre NIR, on a le code du lieu de naissance, qui est un code géographique officiel. Pour les usagers nés en France, c'est le code de la commune, donc Montpellier 34 172, Marseille 13 055 ou 13 255. Pour les usagers qui sont nés à l'étranger, ce qu'on met, c'est le code INSEE du pays. Et pour les pays étrangers, le code INSEE, il commence toujours par 99 et c'est suivi des 3 chiffres du code pays. Par exemple, les États-Unis, c'est 99 404. Pour Monaco, c'est une exception, ça commence par 98. Donc le 99, c'est le début du code pays en fait. Il nous reste encore quelques minutes. Si vous avez encore des questions, franchement, n'hésitez pas.
Vous n'avez plus de questions? Ah si. Et pas tout à fait, justement. Pas tout à fait. Vous faites bien de poser la question de l'aide médicale d'État, Madame Purgue. Déjà, il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire que je ne vous ai pas dit, c'est que, mais on peut le voir, enfin, on peut le déduire, pardon, de ce schéma. Je reviens sur mon schéma. Vous voyez ici que le matricule INS et les traits INS, ils viennent du base d'état civil de référence qui contient donc l'identité des patients nés en France et l'identité des usagers nés à l'étranger, mais qui cotisent à l'assurance maladie. Ça veut dire que les gens qui ne sont pas nés en France, qui ne cotisent pas à l'assurance maladie, donc les étrangers en situation irrégulière, les touristes étrangers de passage, ils n'ont pas d'identité INS. Donc, pour les gens qui bénéficient de l'aide médicale d'État, par essence, s'ils ont l'aide médicale d'État, c'est qu'ils n'ont pas de couverture sociale. Donc, et a priori, ceux qui sont nés en France auront une identité INS, ceux qui sont nés à l'étranger n'en auront pas. Parfait. Écoutez, alors, quand est-ce qu'ils vont véritablement communiquer en direction des usagers? Alors, le sujet est urgent. Ils se sont décidés un peu tard parce que clairement, la décision, elle a été prise début janvier, alors que nous, ça faisait un moment que les référents régionaux d'identité-vigilance disaient mais l'usager, acteur de son parcours de santé, acteur de sa prise en charge, ça serait quand même pas mal qu'on le remette au centre de cette problématique et qu'on l'informe. Donc là, ils ont mandaté une agence de communication. Le temps que ça produise, alors ça peut aller vite, mais le temps que ça produise, que ça soit validé au niveau gouvernemental, parce qu'une communication nationale, forcément, ça prend un peu plus de temps, il faut que ça soit validé institutionnellement. À mon avis, si on a un truc à partir d'avril, ça sera déjà formidable. Mais honnêtement, j'ai pas du tout d'éléments là-dessus. Je sais qu'ils sont pressés, qu'ils vont essayer d'aller vite, mais des fois, il y a des petits temps d'attente dans les circuits de validation. Oui, nous, ça fait longtemps qu'on travaille effectivement là-dessus et ça fait même longtemps en PACA qu'on travaille sur l'identito-vigilance puisqu'on a un groupe qui s'appelle le groupe régional d'identito-vigilance en santé qui existe depuis 2013, qui au départ ne s'intéressait qu'aux établissements de santé et s'est élargi à la demande de l'ARS, à la santé en général et aux usagers également. Et d'ailleurs, Sophie va vous mettre dans le chat l'adresse générique de ce groupe qui est le GRIV et on pourra éventuellement, si ça vous intéresse, donc l'adresse vous l'avez là, mais Sophie voilà vous l'a mise. On organise une journée régionale d'identito-vigilance. Alors bon, malheureusement, en 2020, après 2 reports, on a fini par la faire en virtuel. En 2021, pour être très franc, on attend de voir comment évolue ce contexte sanitaire. Idéalement, on aime bien faire une sorte de petit congrès, une journée en présentiel. Et dans tous les cas, si vous êtes intéressé, envoyez-nous un mail à grive@ies-sud et on vous mettra sur la liste de diffusion pour vous informer de ces événements. Alors, Monsieur Consolino, il y a toujours des praticiens qui ne font pas de CR d'hospitalisation. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, il y a toujours des gens qui ne font pas bien. Maintenant, ça s'améliore d'année en année. Les programmes nationaux, je pense à Hôpital Numérique et HOPN, incitent fortement les praticiens à s'améliorer là-dessus. Il y a des mesures incitatives financières. Mais effectivement, c'est de la responsabilité du praticien. Il a pris en charge son patient, il doit faire sa lettre de liaison ou compte rendu d'hospitalisation, il a opéré un patient, il doit faire le compte rendu opératoire. Et vous avez raison,
il faut qu'on arrive, il faut que tous ces gens-là s'y mettent et que chaque acte soit tracé et fasse l'objet d'un compte-rendu. Les choses s'améliorent. Moi, dans l'établissement où j'étais directeur adjoint pendant 6 ans, donc c'était pour être tout à fait transparente, c'était l'hôpital militaire de Marseille, où j'étais directeur adjoint de 2014 à juin 2020. J'étais arrivée après beaucoup de suivi, de pilotage, de requêtes, à avoir 99,9% de compte rendu opératoire dans les dossiers, de compte rendu d'hospitalisation dans les dossiers. Mais c'est beaucoup d'énergie et c'est quelque chose qui reste encore à travailler, quoi. Alors, des webinaires, on fait des webinaires sur… là, on en fait pas mal sur l'identité INS. L'an dernier, la journée du GRIV, on l'a faite sous forme de vidéo qu'on a publiée, que vous pouvez trouver si vous voulez, si ça vous intéresse. Vous pouvez regarder la vidéo, elle est en ligne. Enfin, les vidéos, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a toute une succession. Vous les trouvez en ligne. Sophie va vous mettre le lien dans le chat. Si maintenant vous avez des envies d'autres webinaires, des sujets que vous voulez aborder, si vous voulez qu'on réorganise d'autres webinaires comme celui d'aujourd'hui, parce que tout le monde n'a pas pu y assister, que ça vous a intéressé, qu'il y a des représentants d'usagers que ça intéresse, il n'y a aucun problème pour en organiser d'autres. Vraiment, c'est notre rôle. Sophie, la journée GRIV, elle n'est pas sur l'Agora Social Club, elle est sur le site web du portail. Voilà. Et vous pouvez aussi aller sur le site grive-paca.org, qui est notre ancien site internet, alors qui est un peu ancien. On est en train de le refaire complètement, mais bon, comme en ce moment, c'est priorité à l'INS, bah forcément, j'ai mis ça un petit peu de côté. Mais il y a quelques éléments, il y a des affiches, il y a des petites choses qui sont sympas aussi. Je vous mets l'adresse du site dans le chat. .org. Donc ça, c'est le site internet, https comme d'habitude au début. Eh bien, alors, sur Nouvelle-Aquitaine, Madame Purgue, il y a un groupe qui est très actif avec un référent, voilà, Bernard Tabuteau, avec qui on travaille beaucoup. Pour tout vous dire, on s'envoie au moins 20 ou 30 mails par jour. On travaille vraiment la main dans la main. Et je crois qu'il est en train de travailler quelque chose pour sa région sur la sensibilisation des usagers également. Et je crois qu'on m'avait demandé s'il y avait des antennes départementales. Voilà. Non, le GRIV, c'est régional. Il n'y a pas… après, c'est un travail qu'on fait beaucoup à distance. Les journées du GRIV, on les faisait beaucoup à Marseille, tout simplement parce que je mettais l'amphi de l'hôpital Lavran à disposition. L'année dernière, on avait prévu de l'organiser au Palais du Commerce et de la Mer à Toulon. Mais bon, forcément, c'est tombé à l'eau avec la situation sanitaire. Et par contre, on peut tout à fait se déplacer pour organiser les journées. Maintenant, c'est beaucoup de travail et d'échanges à distance par mail, par visioconférence, des choses comme ça. On a même un des pilotes du GRIV qui travaille dans un établissement de santé à Monaco. Alors, pour Bourgogne-Franche-Comté, vous avez, c'est le grade. Alors, Bourgogne-Franche-Comté, ils ont la structure d'appui à la qualité, elle est bien investie en identito-vigilance de mémoire. Je crois que c'est le RECA. Il me semble que je ne dis pas, voilà, le RECA qui est vraiment très bien et ça fait longtemps qu'ils travaillent sur l'identito. Et au niveau référents régionaux en identito-vigilance, vous en avez 2 qui sont au niveau du grade. C'est Armel Gonzalez, je vous mets son nom dans le chat, et Aurélie Agius. Aurélie Agius, et qui sont au niveau du grade Bourgogne-Franche-Comté.
Voilà. Alors après, je ne sais pas s'ils ont commencé à organiser des choses en Bourgogne-Franche-Comté. C'est vrai que nous, en PACA, on est un petit peu en avance parce que honnêtement, l'ARS m'a donné les moyens de faire. Hein. La région est très attachée à l'identito-vigilance et j'ai eu carte blanche pour organiser ce que je voulais organiser, y compris ce super outil de webinaire qu'on a acheté à ma demande. Mais les autres régions vont aussi déployer des choses et des actions de sensibilisation et d'échange. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, il est 16h03, je vous propose de clôturer ce webinaire. Je vous remercie encore de votre participation, vraiment, et des échanges qui étaient très interactifs. Pour moi, c'est vraiment formidable d'avoir ces interactions et d'échanger avec vous. On voit vraiment que vous êtes intéressés et ça fait franchement super plaisir. Si vous aviez des questions qui vous venaient, envie qu'on organise d'autres webinaires, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à grive ies-sud.fr et on répond aux questions et on organise des webinaires. Il n'y a aucun problème, on est là pour ça. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Et je vous dis, j'espère à bientôt. Et si vous pouvez nous répondre voilà, au questionnaire de satisfaction, ça serait vraiment super parce que nous, ça nous fait un bon retour et puis ça nous permet également, comme je l'ai déjà dit, de nous améliorer. Je vous souhaite une excellente après-midi à tous. Au revoir.